Ce week-end, on avait le droit encore à un nouveau format et à un revenant, Daniel Ricciardo. Vous l'avez compris, on va parler du Grand Prix de Hongrie qui avait lieu ce week-end. C'est parti! Première réaction justement sur ce nouveau format qui était censé apporter un petit peu d'inconnu dans le week-end. C'est simple, on avait 2 trains de pneus en moins par rapport à un week-end classique avec 11 trains contre 13 normalement. Et on avait aussi une nouvelle règle en qualification puisque la Q1 se faisait uniquement sur des gommes dures, la Q2 sur des médiums et la Q3 sur des gommes tendres. Mais alors pour le coup, les pilotes et équipes se sont pas mal plaints de ce nouveau format justement parce qu'il y avait trop de trains à tester et pas assez en réserve puisqu'on a l'habitude d'en avoir 2 de plus. Alors ça peut paraître assez peu de trains de différence par rapport à d'habitude, mais pour les pilotes et les équipes, ça faisait une grande différence et donc ils ont pu moins rouler. Mais au final, avec la pluie dans la première séance plus le drapeau rouge de Pérez, on a perdu quand même pas mal de temps de roulage. Donc au final, je pense qu'on pouvait rouler tout le temps. Alors il y a certaines équipes qui n'ont pas beaucoup roulé, qui n'ont pas testé tous les pneus et c'était ça aussi qui donnait un petit peu d'inconnu. Mais en tout cas, franchement, je pense que ça s'est beaucoup plaint pour pas grand chose. Petit coucou à Lewis Hamilton qui tout le week-end se plaignait du format et puis quand il a fait la pole, ah non mais j'ai pas critiqué les gars. Bon, au final, je pense pas que le nombre de trains de pneus disponibles par week-end ait une énorme différence. La grosse différence, elle se fait sur la qualification comme j'ai dit, qui vous oblige à utiliser 3 types de gommes différentes pendant la qualification, avec un changement de balance sur la voiture, un changement de comportement, et surtout des pilotes et des équipes qui n'avaient pas forcément testé tous les types de pneumatiques avant d'entrer en qualification. Ça nous a donc donné pas mal d'inconnus, et c'est comme ça par exemple qu'on a vu l'énorme perf des Alfa Romeo. Donc on a eu quelques petites surprises comme celle-là, avec des voitures qui sont allées plus loin que prévu, et d'autres qui se sont fait piéger, comme Carlos Sainz qui est sorti en Q2, ou encore même Russell qui est sorti lui carrément en Q1. Alors à chaque fois, il y avait un petit concours de circonstances. Pour Russell, c'était un problème de trafic, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Il a pas pu préparer son tour, il s'est fait doubler par pas mal de gens. Donc en tout cas, quelques surprises et surtout ça a amené pas mal d'inconnus dans les qualifications sans que ce soit trop fake comme pour un week-end sprint où j'ai vraiment l'impression qu'on force le spectacle. Faudra voir, on va réavoir ce nouveau format à Monza je crois. Donc là aussi, question de trafic à Monza en Q3, bonne chance. Ça devrait nous donner un petit peu plus d'indications je pense sur un circuit qui va être aussi très différent du Hungaroring. Mais en tout cas pour l'instant je valide ce format qui apporte pas mal de spectacles. Deuxième réaction sur Alpine qui a encore vécu un week-end catastrophe. Là clairement ça va plus du tout. Pour Alpine, il manque de performance, c'est clair et net, ça arrive pas en Q3, c'est très difficile, ça part loin sur la grille. Au final, comme le disait très bien Esteban Ocon à l'arrivée de la course, quand on part plus loin, c'est plus difficile, on est dans le trafic, ça peut potentiellement mal se passer au départ. Et bah c'est ce qui s'est passé. Clairement, on avait un Guan Yu Zhou alors qui part P5, exceptionnel, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, la performance des Alpha avec le nouveau format, il s'élance 5ème. Sauf qu'au moment du départ, il est resté scotché sur la grille avec l'anti-calage qui a démarré, enfin c'était n'importe quoi, il s'est fait doubler par absolument tout le monde. Et arrivé au premier virage, je pense qu'il a oublié de freiner, ou en tout cas il a freiné comme s'il était sur un tour qualif, sauf que frérot c'est un départ, il y a 20 bagnoles autour de toi, donc forcément ça va peut-être pas se passer comme prévu, il y a peut-être des gens qui ont freiné un peu avant. C'est ce qui s'est passé forcément, ça tape dans Ricciardo, bah lui il se fait emmener un peu comme au karting de location sur la voiture de devant, il tape Ocon qui lui-même va taper Gasly. Les deux Alpines abandonnent sur dégâts mécaniques, hein, il y avait tout simplement trop de dégâts. Sur la voiture d'Ocon, j'ai pas bien vu ce qu'il y avait de cassé, mais du côté de Gasly par contre la voiture était complètement détruite. Alors on avait un pneu qui avait déchappé, un ponton complètement troué et un aileron arrière qui décidait de twerker sur la voiture, donc clairement ça allait plus marcher. Abandon des 2 voitures, double abandon donc, c'est cata. Derrière, McLaren, ils font P2 et P4. On va en parler juste après de McLaren. Là, c'est très dur pour Alpine, qui prend un énorme coup au championnat. Il faut savoir qu'il y a 2 courses, ils étaient devant McLaren. Et là, maintenant, ils sont presque à la moitié des points de McLaren. C'est-à-dire que McLaren a bientôt le double de points d'Alpine, en 2 courses. Bon alors clairement, comme le disait Ocon, ils sont pas arrivés dans cette situation sans aucune faute de leur part, puisqu'il manque tout simplement de rythme pour se qualifier plus haut. Là, ça fait pas mal de courses que ça marque plus de points, ou alors très peu. Ça manque clairement de vitesse, et c'est juste pas possible. Faut rappeler quand même que Alpine, avant ça Renault, ils sont en Formule 1 depuis 2016. Ça fait depuis 2016 qu'on nous prédit « Allez, 3 saisons les gars, on gagne ». Ça c'est ce qu'on nous disait en 2016. Ensuite, encore 2 saisons les gars. Après, du côté d'Alpine, on change continuellement de direction. Il y a eu plusieurs PDG du groupe Renault. Il y a eu ensuite plusieurs directeurs de l'équipe, tout simplement. On a eu Cyril Abitboul, on avait Alain Prost qui était venu en conseiller spécial, et puis on a eu Otmar maintenant. Entre deux, on en a eu d'autres, bien sûr. Laurent Rossi qui est arrivé quand l'équipe est devenue Alpine. Laurent Rossi qui était CEO, le président de la marque Alpine en général. Bon le problème c'est que là on vient d'écarter Laurent Rossi de la direction, puisqu'apparemment c'est le fusible, alors c'est normal, c'est la tête de la pyramide, c'est lui qui saute en premier. Moi j'aurais fait sauter un petit Otmar Szafnauer qui est vraiment, il a été viré de chez Aston, c'est pas pour rien. En général on prend pas les gens qui viennent de se faire virer, tu vois, parce que s'ils ont été virés c'est qu'il y a une raison. Mais bon,
pourquoi pas. Pour l'instant, je pense que c'est le prochain qui va sauter, mais là, il y a des changements de direction, il y a des changements dans tous les sens chez Alpine, tout le temps. Si vous êtes fan d'Alpine, franchement, accrochez-vous parce que ça va pas gagner d'ici demain, ça c'est clair. Il va falloir vraiment se réveiller pour Alpine et essayer de trouver un petit peu de stabilité et éviter de changer les teams principaux toutes les 2 secondes. C'est ce que fait Ferrari depuis 2008 et on voit bien ce que ça donne. On va maintenant parler d'une équipe qui fait tout l'inverse d'Alpine, McLaren. Après une progression fulgurante sur les 2 derniers Grands Prix, ils ont encore confirmé ce week-end sur un circuit qui pourtant ne semblait pas leur convenir. En tout cas, c'est ce que Lando Norris et toute la direction de McLaren avaient annoncé avant le week-end. Ça a super bien marché. Alors normalement, la McLaren, et d'après Norris, est encore un peu trop faible sur les virages lents. Le Hungaroring, il y en a pas mal des virages lents. Et ça s'est quand même très bien passé. Comme j'ai dit, P2, P4 en course. Ça partait sur les 2 premières lignes sur la grille de départ. C'est quand même une énorme perf encore une fois. C'est devant les Ferrari. Alors on a Hamilton qui est venu un petit peu jouer l'upset en étant devant. Mais c'est quand même tout à l'avant de la grille pour les McLaren. C'est devant les Ferrari, c'est devant les Aston. Donc clairement, je pense que là, on est sur la 2e force du plateau. À la bataille peut-être avec Mercedes, ça va dépendre des courses pour Mercedes. Mais là, McLaren, sur 3 circuits très différents, c'est une voiture qui a très bien marché sur les 3 week-ends. La voiture est enfin arrivée à sa version B pour les 2 pilotes. Donc là, clairement, je pense qu'il n'y a plus qu'à dérouler jusqu'à la fin de la saison avec peut-être encore 2 ou 3 upgrades sur cette voiture. Mais là, ça va commencer à bosser sur 2024 et ils auront une très bonne base au vu de la charrette avec laquelle ils sont partis en début de saison. C'est une perf de fou. On se rend pas bien compte, mais quand on refait une voiture complètement nouvelle, c'est ce que Mercedes nous a annoncé, une voiture B, les nouveaux pontons. On a bien vu Mercedes, ils n'ont pas pris une seconde au tour. Chez McLaren, on n'y est pas loin. Enfin, peut-être pas une seconde quand même, j'exagère, mais ça a pris énormément de rythme. Une équipe qui exécute super bien les courses aussi, en termes d'arrêt au stand et de stratégie. On fait pas d'erreur, les arrêts sont rapides. Donc franchement, McLaren, ça ne peut que marcher. Et là, clairement, leur nouvel adversaire, c'est plus Alpine, ça va être Ferrari, Mercedes et Aston Martin devant. Globalement, c'est ultra serré, surtout en qualif. C'était la première fois ce week-end qu'en Q3, il y avait 5 dixièmes entre le premier et le 10e. C'était pas arrivé depuis 2003 à Sao Paulo, donc je peux vous dire que ça datait d'un petit moment. 20 ans qu'on n'avait pas vu un écart aussi serré en Q3 entre la pole et la P10. Donc ça prouve aussi qu'il y a très peu d'écart, c'est extrêmement serré et il suffit de se louper un tout petit peu et vous êtes 3-4 positions derrière, là où il y a quelques années on avait tellement de gros écarts qu'au final, même en se loupant, on perdait peut-être une position au grand max. Autre réaction comme toutes les semaines sur Red Bull, très rapidement on va passer, Max Verstappen, tranquille. Alors c'est quand même de plus en plus serré, mine de rien, mais il arrive toujours à être devant, à se demander si c'est vraiment la voiture qui est si rapide. J'en avais déjà parlé il y a 2 semaines et je me posais vraiment la question au vu des performances de Perez, est-ce que cette Red Bull est vraiment autant en avance sur les autres qu'on peut le penser, ou est-ce que c'est Max Verstappen qui est en train de faire une énorme différence avec un niveau de pilotage qu'on n'a pas vu depuis très longtemps sur une grille de F1? Je pense qu'on commence de plus en plus à avoir notre réponse, mais en attendant, ça se rapproche, donc il y a un moment où Verstappen il va vraiment devoir hausser le rythme et on va voir quand il va aller chercher vraiment la limite. Est-ce que c'est là où il va se mettre à faire des erreurs ou est-ce qu'il va rester un métronome comme il l'est depuis le début de l'année? En tout cas 12e victoire d'affilée pour Red Bull et Max Verstappen. C'est tout simplement un nouveau record dans l'histoire de la F1 puisqu'ils battent celui de McLaren qu'ils avaient égalé il y a 2 semaines. Du côté de Perez, c'est pas la même chanson, même si, roulement de tambour, il a passé la Q3. Bien joué à lui, bravo Perez. Donc top 10 pour Perez ce week-end, ça reste une P9 quand même en qualif, faut pas abuser non plus, je veux bien rentrer dans le top 10 les gars, mais je vais pas trop pousser, donc P9 pour Perez sur la grille, je me moque, mais franchement c'est un peu trop facile là pour Perez, qui est sorti, d'ailleurs ça s'est craché dès la FP1, à 3 minutes tout simplement, ça faisait 3 minutes qu'on venait de se lancer, et puis si je la mettais dans le mur, énorme erreur d'appréciation, il a mis à peu près 20 cm de ses 2 roues gauche dans l'herbe, ça pardonne pas, on le dit je pense dès le karting, freiner dans l'herbe c'est pas une bonne idée, c'est pour ça qu'il y a une piste en goudron sur laquelle on roule, sinon on ferait du rallye tout simplement, et là c'est pas ce qu'on fait, donc on freine sur le goudron, sur la piste, et là tout se passe bien. Quand on freine dans l'herbe, on spin, on se prend un mur, demi-train complètement arraché, enfin bref, ça loupe toute la séance. Quand un Daniel Ricciardo vient de s'installer dans le baquet de Vries du côté de chez AlphaTauri, on sent la pression qui monte chez Perez, parce que ça, c'est pas des erreurs que ferait un pilote comme ça, avec l'expérience et le talent qu'a Perez. Faut quand même pas déconner, on sent que clairement, niveau mental, il y a une pression énorme sur Perez en ce moment. Il s'est bien rattrapé comme d'habitude et comme très souvent en course, ça remonte sur un podium, ça a même menacé Norris pendant un moment. Au final, un peu trop tapé dans les pneus pour revenir sur Norris, c'était Hamilton qui revenait en fin de relais, donc ça a failli perdre le podium, mais il l'a quand même conservé. Ça reste une belle performance quand on part P9, mais malgré tout, on a la meilleure voiture de la grille, on a envie de voir au moins des doublés du côté de Red Bull, on n'en a pas eu depuis un petit moment, je crois, des doublés chez Red Bull, donc il faudrait se réveiller pour Perez et surtout performer le samedi, parce que ça va être la clé, parce que vu les courses qu'il fait le dimanche, s'il arrive à partir au moins dans le top 5 sur la grille, ça devrait bien le faire. Idéalement, il faudrait faire P1, P2.
Petite réaction rapide sur Hamilton qui signe sa 104e pole position ce week-end. Enfin une nouvelle pole d'Hamilton, il n'y en avait pas eu l'année dernière, il n'y en avait pas eu depuis Jeddah en 2021. Ça remonte énormément, malheureusement il n'a pas pu la convertir en une 104e victoire le dimanche. Il s'est un peu loupé, clairement au départ, doublé par Verstappen et les deux McLaren. Verstappen qui est allé un petit peu au forceps au premier virage, qui l'a bien élargi à l'extérieur, c'était bien fait, c'était propre, mais malgré tout ça fait perdre pas mal de positions derrière à Hamilton qui n'avait pas le rythme pour aller se battre avec les McLaren qui l'ont tout de suite un petit peu décroché et ensuite à mi-relais, enfin à mi-course plutôt, ça s'est vraiment accentué au niveau du gap, surtout après le premier arrêt. Donc là, clairement Hamilton n'avait pas le rythme. En fin de course, il est quand même remonté, il a passé Piastri qui était en perte de vitesse sur la fin de relais. Il a même été menaçant, comme j'ai dit, sur Sergio Perez pour un podium potentiel en fin de course. Donc ça reste une belle perf, même si en partant de la pole du côté d'Hamilton, on va forcément être déçu. Au moins un podium, ça aurait fait plaisir. Mais mine de rien, on est quand même allé chercher une pole du côté de Mercedes et d'Hamilton. C'est uniquement le deuxième pilote cette saison à battre une Red Bull dans cet exercice, après Charles Leclerc en Azerbaïdjan. Dernière réaction sur Charles Leclerc et Ferrari, c'est parti. Bon le début de course du côté de Ferrari se passe plutôt bien, le départ est bon, Leclerc gagne une position face à Guan Yu Zhou pour récupérer la 5e place. De son côté, Sainz parti sur des pneus soft, loin sur la grille puisqu'il était 11e, lui aussi piégé pendant les qualifications, réussit à gagner 5 positions, se retrouve juste derrière Leclerc en 6e place, et à partir de là on se dit 5 et 6 les gars, c'est parti, on déroule une bonne stratégie et on finit au moins 5 et 6. C'était sans compter sur la masterclass stratégique de Ferrari. Bon alors je me moque, mais il n'y avait pas d'erreur stratégique à proprement parler du côté de Ferrari, c'est juste de l'exécution en piste, surtout pour Charles Leclerc, avec des arrêts au stand complètement catastrophiques, mais aussi en début de course, avec un Carlos Sainz qui était contraint de partir en soft pour essayer de faire sauter un maximum de voitures au départ, et qu'on ne laissait pas passer sur Leclerc, alors qu'il avait clairement plus de rythme en début de course. Il fallait décaler les stratégies, enfin je veux dire, ils n'étaient pas sur la même stratégie, laissez-le passer, je comprends pas. Alors d'un côté, on veut toujours favoriser Leclerc, j'ai l'impression, depuis quelques courses, en le laissant devant Sainz, même quand l'Espagnol est plus rapide, mais d'un autre côté, on trucide les courses de Leclerc avec des arrêts au stand loupés, des stratégies un peu bizarres, donc clairement, je sais pas à quoi on joue chez Ferrari, puisqu'on a un pilote rapide qui a plutôt une bonne stratégie, mais on le laisse pas passer, et l'autre pilote, on lui dézingue sa course tous les week-ends, donc clairement, il y a un gros problème. Bon Leclerc, ce qu'il fallait arriver, arriva, il s'arrête pour son premier arrêt, et quand il arrive, le pistolet pour la roue arrière gauche ne fonctionne pas, le temps de changer de pistolet et de enfin changer la roue pour qu'il reparte, 9 secondes 4, et voilà, on a perdu 5 à 6 secondes, comme ça. Bon Leclerc perd pas mal de positions, et surtout pas mal de temps en piste, il reste ensuite dans le trafic, est obligé de pousser sur des pneus durs, alors qu'en général, sur ce type de pneus, on va tenter de l'économiser, surtout en début de relais. Il va donc attaquer pour passer Stroll, puisqu'il est ressorti quand même derrière Stroll, donc c'est pour vous dire à quel point il avait perdu du temps. Il ressort bien loin derrière Sainz, qui lui, du coup, sans problème, le passe, puisqu'il n'a pas eu de problème au stand. Donc ensuite, on fait notre relais, comme ça, on essaye de survivre un peu chez Ferrari, et au moment de s'arrêter pour le deuxième relais, on arrête d'abord Leclerc, qui fait donc tout naturellement l'undercut sur Carlos Sainz. Sauf que là, Leclerc nous fait une petite bourde, il l'a avoué en interview, il a poussé trop fort sur l'entrée des stands, bloque la roue, arrive à la ligne blanche à 80,7 km/h. Donc la pénalité tombe, 5 secondes, ça finit P7 et P8 du côté de Ferrari. Il y a 2 semaines c'était P9 et P10, donc là clairement on a l'impression que peu importe ce que fait Ferrari, alors ça aurait pu finir dans un potentiel top 5 pour Leclerc s'il n'y avait pas eu toutes ces bourdes là, mais clairement la Ferrari, sur une course normale où tout le monde fait une bonne performance, coucou Perez, ça devrait finir P6, P7, peut-être P5 quand il se passe un petit peu des dingueries devant, mais sinon McLaren et Mercedes sont clairement devant, Aston Martin ils sont un petit pas en arrière. Alors pour couronner le dimanche de Charles Leclerc, puisque les surprises n'arrivent pas seules et n'arrivent même pas à 2 chez Ferrari, elles arrivent par 4, il y avait un arrêt au stand foiré, une pénalité, pas d'eau. La boisson n'était pas branchée pour Leclerc. C'est un des grands prix les plus durs de l'année, donc il n'y a aucune ligne droite quasiment, donc on n'a pas de répit dans la voiture, c'est un circuit qui est extrêmement physique, et en plus de ça, il fait très très chaud, et on n'a pas mis la boisson. Ah oui, et puis aussi la radio marchait pas. Je pense que Charles il l'attend de pied ferme cette pause estivale. Rapidement en bonus, on a vu le retour de Daniel Ricciardo ce week-end, qui a plutôt fait une belle performance. Le samedi, ça finit P13, ça bat son coéquipier Tsunoda en qualif, chose que De Vries n'avait réussi à faire que 2 fois cette saison, donc c'est plutôt une belle perf. Le dimanche, c'est plus compliqué, alors forcément, se faire taper par derrière par Guan Yu Zhou, ça l'a pas forcément aidé dans sa course. Derrière, ça manquait un peu de rythme, mais globalement, l'AlphaTauri juste manque un peu de rythme. C'est pas grave, ça lui a fait pas mal d'expérience. Aussi, découvrir la voiture avec le plein d'essence, et plutôt en mode course, chose qu'il n'avait pas eu l'opportunité de faire jusqu'à maintenant. Globalement, le but là pour Ricciardo, c'est de bien rouler jusqu'à la pause estivale, et ensuite de reprendre à zéro, j'ai envie de dire, à la rentrée à Zandvoort. Bon voilà, c'est tout pour cette semaine et le débrief du Grand Prix de Hongrie. On se retrouve dès le week-end prochain pour la dernière course avant la trêve estivale justement. Ce sera à Spa et ce sera un week-end sprint, donc on aura beaucoup de choses à dire. D'ici là, portez-vous bien, suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, likez, abonnez-vous, cochez la cloche, faites ce que vous voulez. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, ciao ciao.